Qu'est-ce qui vous a ouvert les yeux? Qu'est-ce qui vous a ouvert les yeux? Qu'est-ce qui vous a ouvert les yeux dans la nuit? Qu'est-ce qui vous a ouvert les yeux dans la nuit? Qui vous a ouvert les yeux dans la nuit? Comme j'ai un peu changé, comme j'ai un peu grandi, je vais modifier ta question. Ta question, c'est qu'est-ce qui vous a ouvert les yeux à la photographie? Eh bien, tout simplement, moi, j'enlèverai le mot photo. Moi, je ne pense pas que mes yeux soient ouverts à la photographie. Ce qui m'ouvre, ce qui me mène à la photographie, ce ne sont pas mes yeux, ce sont mes mains. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Alors, qu'est-ce qui m'a ouvert les yeux? Eh bien, ce sont les oreilles. Car on ne voit bien que ce qu'on entend bien. Vous me demandez mes idées sur En attendant Godot, dont vous me faites l'honneur de donner des extraits au club d'essai, et en même temps, mes idées sur le théâtre. Je n'ai pas d'idées sur le théâtre. Je n'y connais rien. Je n'y vais pas. C'est admissible. Ce qu'il est sans doute moins, c'est d'abord, dans ces conditions, d'écrire une pièce, et ensuite, l'ayant fait, de ne pas avoir d'idées sur elle non plus. C'est malheureusement mon cas. Il n'est pas donné à tous de pouvoir passer du monde qui s'ouvre sous la page à celui des profits et pertes, et retour imperturbable, comme entre le turbin et le café du commerce. Je ne sais pas plus sur cette pièce que celui qui arrive à la lire avec attention. Je ne sais pas dans quel esprit je l'ai écrit. Je ne sais pas plus sur les personnages que ce qu'ils disent, ce qu'ils font et ce qui leur arrive. De leur aspect, j'ai dû indiquer le peu que j'ai pu entrevoir. Les chapeaux melons, par exemple. Je ne sais pas qui est Godot. Je ne sais même pas, surtout pas s'il existe. Et je ne sais pas s'ils y croient ou non, les deux qui l'attendent. Les deux autres qui passent vers la fin de chacun des deux actes, ce doit être pour rompre la monotonie. Tout ce que j'ai pu savoir, je l'ai montré. Ce n'est pas beaucoup, mais ça me suffit, et largement. Je dirais même que je me serais contenté de moins. Quant à vouloir trouver à tout cela un sens plus large et plus élevé à emporter après le spectacle avec le programme et les Esquimaux, je suis incapable d'en voir l'intérêt. Mais ce doit être possible. Je n'y suis plus et je n'y serai plus jamais. Estragon, Vladimir, Pozzo, Lucky, leur temps et leur espace, je n'ai pu les connaître un peu que très loin du besoin de comprendre. Ils vous doivent des comptes peut-être, qu'ils se débrouillent, sans moi. Eux et moi, nous sommes quittes. Voilà cette déclaration de Samuel Beckett quand on le questionnait sur En attendant Godot. Il dit tout simplement la difficulté à dire ce qui nous ouvre les yeux, ou ce qui... enfin moi, mes yeux, je ne sais pas s'ils se sont réellement ouverts, je ne sais pas. Je pense que s'il y a des yeux, ils sont plutôt intérieurs. Voilà. Tiens, là-bas, il y a écrit « Si je savais ce que j'allais faire à l'avance, je ne le ferais pas. » Qu'est-ce qui a ouvert les yeux? Je pense souvent que mes yeux sont fermés et je ne considère pas mon travail comme mon travail, c'est faire échec à l'échec du regard. Je pense que voilà, mon regard ne pourra pas tout embraser ni embrasser ni comprendre, embraser d'ailleurs, ne pourra pas tout embrasser ni comprendre de ce que ce vaste monde nous offre d'incompréhensible. Donc voilà, je puise un peu dans ici là, dans ce petit espace là, sur ce petit territoire, je creuse et je tire des petits fils en espérant qu'au bout, parfois des réponses apparaissent. Pas des réponses, mais des solutions, en tout cas des solutions. Donc, mon regard, je crois qu'il est plutôt l'intérieur. Et les yeux, est-ce qu'ils sont réellement ouverts? Je ne sais pas. Et en plus, cette question de l'atelier conforte cette histoire-là. Je dis parfois que c'est un travail d'enfermement, mais je crois que les preuves sont là, c'est que réellement, ici, c'est tellement contraint qu'il faut rêver de partir par les fenêtres et de faire des choses plus grandes que soi, quoi, plus grandes qu'ici, tout simplement. Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là, oui, de vouloir aller ailleurs, de vouloir sortir de cette incompréhension ténébreuse et de trouver des directions ailleurs. J'étais tout simplement dans une vie extrêmement contrainte puisque je travaillais la journée.
et toute ma vie j'ai travaillé. Donc il ne s'agissait pas de partir au monde avec un grand M. Il s'agissait le soir, en arrivant ici, de trouver des réponses pour faire quelque chose, pour construire. Voilà. À construire, on se reconstruit. Donc j'ai eu cette chance inouïe d'être dans un quartier à l'époque qui était parfaitement délabré, dans lequel personne ne voulait vivre parce qu'il avait une trop mauvaise réputation, puisqu'il y avait les prostituées, les dealers et les marchands de fringues là en bas qui faisaient un bruit épouvantable, de machines à coudre qui brûlaient, qui faisaient un boucan. Donc je me suis installé là il y a très longtemps et ce quartier s'est révélé pour moi comme un cadeau. Un cadeau car le soir, effectivement, je ramassais des morceaux voilà, toute cette économie de base du sentier, puisque il s'agit du sentier, tubes en carton, c'était des montagnes de cartons, de tubes pour enrouler les tissus. Donc je ramassais ça sans trop savoir ce que j'en faisais. Et finalement, dans cet espace-là, j'ai commencé à construire des décors, des trompe-l'œil, des petites scènes de théâtre. À l'époque, mon plateau était désert, donc j'avais des petites sources d'éclairage. Et j'adorais éclairer la nuit en plus. Parce qu'il faisait nuit dehors, la ville était calme, j'écoutais des voix à la radio. Et donc je faisais des petits théâtres avec comme ce qu'on peut voir à l'exposition, il y a une espèce de construction. Je les éclairais et j'ai commencé à construire un site qui était mes sujets, de me faire des sujets photographiques, puisqu'ils n'étaient pas dans la rue, que je ne parcourais pas, ni dans le monde, puisque je ne voyageais pas. Donc petit à petit, j'ai travaillé ici, je construisais. Et comme le matin, il fallait partir au bureau, soit en métro, soit à pied, alors j'avais toujours avec moi des petits carnets pour essayer de choper les idées qui passaient, de ne pas les perdre. Alors les idées qui passaient, c'était tout simplement des croquis, des dessins. Et ainsi, j'ai rempli des centaines et des centaines de cahiers, de dessins. Je vais vous montrer un cahier purement compulsif, voilà, qui m'a pris là toute la semaine dernière. Alors voilà, par exemple, ça c'est l'exemple type de machin sur lequel je peux passer une semaine entière, voilà ça. Alors tu vas voir, tu vas comprendre en quoi c'est compulsif, voilà. Voilà. Voilà, comme le disait l'autre, l'inconscient c'est la répétition. Donc c'est quelque chose, une forme, un truc, et que je peux répéter à l'infini. Alors après je le répète, il m'arrive de le répéter en plus grand. Voilà, alors là le petit il est devenu grand. Voilà, le petit est devenu grand. Alors, et d'ailleurs, voilà, et à la galerie, cette série de dessins qu'a voulu présenter Fiona, c'était exactement ça. C'était cet objet que j'ai construit qui est là-haut, que j'avais avec lequel j'ai fait des photographies de Francis. Il est devenu, mais au préalable, avant de le construire, là, tel qu'il est en carton, là-haut, eh bien, je l'ai dessiné autour d'un corps, collé au corps. Et puis après, c'est devenu des photographies, voilà. Et donc, il y avait une alternance qui s'est instaurée pendant des décennies où je construisais ce que j'avais dessiné la journée et j'ai produit ainsi une quantité astronomique d'objets, de sculptures, comme le Grand Corset par exemple. Il me fascine tout autant que quiconque et je cherche je crois savoir pourquoi ce truc
qui est là pour sangler. Voilà. C'est quoi? C'est un objet de contrainte. Je sais pas exactement. Enfin, oui, je pourrais dire des mots, contrainte, garrot. Si certains y voient une forme de sensualité, je veux bien. Je suis pas sûr que ce soit mon cas. En plus, là, on l'a fait parler. Enfin, on l'a fait parler. Il émet des sons. Oui, des sons. Oui, je souhaitais que de cet objet se dégage une bande sonore. On ne voit bien que ce qu'on entend bien. Et donc, il y a des sons qui, curieusement, j'ai proposé à un ingénieur du son de bien vouloir créer une bande sonore autour de cet objet. Et ce qui est très curieux, c'est cette bande sonore qu'il a créée, elle va exactement... C'est un mouvement sonore qui va vers ce corset comme s'il était une espèce d'objet dans lequel on irait se précipiter. Enfin, il y a des bruits de pas qui se traînent. Et comme l'exposition en plus va de certaines figures un peu prémonitoires ou menaçantes à des architectures qui sont des architectures pas carcérales mais presque, on dirait qu'il y a un mouvement, que la bande son qui a été fabriquée va dans ce sens d'aller s'engouffrer dans ce corset, dans ce truc qui est qui est un objet plutôt qui m'inquiète puisque un corset, ça peut aussi prendre le corps, l'encercler. Enfin, est-ce un corset ou une camisole, à propos? Je m'interroge tout à coup. Est-ce vraiment un corset, une camisole? Est-ce que c'est là pour juguler? Qu'est-ce que ça jugule, ce machin? Quelle crainte, quel excès ça doit juguler? Dans quel état ça doit nous mettre? De quel état ça doit nous priver? Je ne sais pas. Enfin, c'est un peu tout ça. Je sais que lorsque je commençais à construire ces objets, il y a longtemps, ça n'est pas arrivé au hasard. Ce n'est pas arrivé au hasard. Un événement de ma vie, que j'ose à peine nommer, fait que il s'agissait de... C'était une façon de parler du corps démantelé. Mais vraiment, c'était très curieux ce que ma main produisait, c'est la main aveugle qui trouve, n'est-ce pas? Et donc ce qui se sortait était toute une espèce de syntaxe de morceaux de corps, quoi, qui explosaient partout. Voilà. Et ce travail étant installé à la galerie Pierre Brûlé à l'époque, dans une première partie de la galerie, tous ces objets étaient installés en espalier, comme ça, sur le mur, et on arrivait dans une immense salle, une espèce de, je dirais, de chapelle ardente. J'ai pas peur d'employer ces termes-là, de crypte, dans laquelle les murs étaient couverts de haut en bas de cet ensemble de représentations. C'était assez choquant même. À la fois, ça allait du merveilleux à l'effroi, en passant par toutes sortes de sentiments. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que sont venus vers moi un certain nombre d'écrivains. Je pense à Jean Dève, à Francis Cohen, à des gens qui, par leur préoccupation d'écrivain, puisque ce sont des gens qui ont beaucoup travaillé sur Cioran, sur ces mondes de l'après Auschwitz. Est-ce qu'on peut encore écrire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment dire tout ça? Et donc, ils ont trouvé dans ce travail
une nourriture dans laquelle ils sont venus puiser assez régulièrement. Et donc des amitiés, des collaborations de travail sont nées de ces moments-là, avec Francis Cohen notamment, puisque c'est aussi une des questions. Francis Cohen, ce modèle, oui, c'est vrai que avec Francis, nous avons beaucoup questionné ces sujets-là, à travers des livres, dans les films, et encore aujourd'hui, je tiens à le dire. Là, heureusement, par-dessus tout ça, je crois que nous souhaitons avoir tous 15 ans d'âge mental et nous devons ne jamais quitter cet humus de notre joie enfantine, sinon il n'y a plus rien. Sinon, voilà. Donc nous jouons énormément. Et donc la question de Francis dans la jupe, Francis Madame Savon, là par contre c'est moins drôle. C'est vrai que Francis avait fait un travail, une lecture à la librairie de Change, je crois, autour de ce texte de Francis Ponge, et il écrit que lorsque il dit, c'est un texte, que lorsque Francis Ponge écrit le savon, il ne peut pas ignorer qu'en Allemagne on fait du savon, enfin d'une façon si particulière, et donc l'écriture de ce texte pose problème. Et donc, je fais des photos de Francis Cohen ici, assez intrigantes, que j'aimerais bien vous montrer. Je l'ai vraiment installé de toutes les façons. Là, c'est Monsieur Savon. Voilà. Monsieur Savon, c'est vrai qu'il a le profil idéal pour être Monsieur Savon. Hein, voilà. Et donc nous faisons cette photographie, et puis quelques temps plus tard, eh bien nous faisons cette photographie, et très naturellement on l'appelle Madame Savon. Et cette photographie, elle était installée à la MEP. C'était une très très grande pièce, et ce qui était assez étonnant, c'est vrai qu'elle avait un regard assez magnétique. Voilà. Il était difficile d'échapper à son regard, Madame Savon. Donc voilà, c'est la réponse pour Francis. Après, effectivement, c'est toutes sortes de choses de Francis. Voilà, c'est ça. Voilà. Et Francis, c'est vrai que souvent, je l'équipe de ces objets un peu obsessionnels que je construis, que je construis, dont certains sont encore suspendus au plafond. Alors, après, pourquoi ce machin ? Je ne sais pas, enfin, je sais plus ou moins. Mes mains savent en tout cas, oui. Oui, je pense qu'aussi dans ce processus créatif auquel se livre Francis, qui parfois est une vraie partie de jeu, mais presque de théâtre. Tu sais, nous avons fait des photos sur des niveaux très très variés, quoi, mais dont très peu sont encore édités. On a fait des centaines de prises de vue, et tu vois, il rejoue quelque chose de sa mémoire archaïque, lui aussi. Il fait remonter des choses aussi, tu vois, c'est curieux que ces deux photos soient là côte à côte. Bien sûr qu'il fait remonter des choses très lointaines. Oui, je crois que tout ça n'arrive pas au hasard, hein. Parce qu'en plus, toutes ces dramaturgies, entre guillemets, elles se passent ici. Là, c'est le carré de sable, tu sais. On est là, tous les deux, avec bon, qu'est-ce qu'on fait ? On fait ça. Et puis ça voilà, c'est dans cette espèce de huis clos minuscule qu'on essaye des choses. Mais on joue. La création, c'est le jardin d'enfance, Moi, je pourrais pas vivre ailleurs, en réalité, que dans un atelier.
Voilà, c'est extraordinaire d'avoir tous ces joujoux là, non? T'as pas besoin d'un train électrique, quoi. T'as soit le train électrique, soit l'agrandisseur, mais enfin, la création, oui, c'est ce qui tient en vie aussi. Hein. C'est le carré de sable. On fait des gros pâtés dans un carré de sable. Enfin, là, tu vois, on me dit, mais votre inspiration, mon inspiration, c'est à quatre pattes, à quatre pattes et de jouer. C'est vrai que construire un vis-en-bois, un machin, là, collé, coupé, moi, c'est exactement ce qui me convient. Au même titre que des gens adorent, je veux dire, construire un vrai repas avec un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Enfin, il y a des gens qui disent, moi, j'adore faire à manger. Voilà, c'est pas, pour moi, ça, c'est autant la création que j'adore faire à manger, j'adore jouer du piano, moi, j'adore tortiller du carton. Oui, est-ce qu'on peut se passer de ça? Malheureusement, parfois, on est obligé, mais sinon, pourquoi s'arrêter? Non. Et alors je suis passé par toutes sortes de sujets, des instrumentations totalement improbables, des vistes en bois, comme dit Benjamin Perret, des trucs, des machins que je préférais être non reconnaissables. Une fois, je me rappelle, dans une exposition chez Pierre Brulin, on m'avait dit, mais ce sont des instruments aratoires que vous avez trouvés dans un vide-grenier. Ce à quoi je répondais, non, pas du tout, ce sont des instruments oratoires pour vous faire parler. Enfin, tout ça pour dire que ce travail intuitif, il se construisait aussi avec une nécessité de temps, de production, voilà, et puis comme je dis, de trouver, voilà, faire son sujet, trouver des réponses. Et puis, je le dis, je le répète, construire, faire, comme disait, je ne sais plus qui, Ich bin, ich baue en allemand, je crois que c'était Goethe, je suis, je construis. Oui, ce sentiment terrible de la preuve de ses existences en construisant quelque chose. Et puis aussi, il faut bien dire que, comme m'a dit certaines personnes, votre travail n'est pas photographique, il est photobiographique. Et j'y crois énormément, du fait, d'abord, pour les raisons que j'indique au préalable, mais c'est vrai que mon travail est littéralement, profondément ancré dans les creux et les bosses de mon existence, et les chemins de mon existence, voilà. Et il y a eu des moments et des événements de ma vie qui font que il a fallu reconstruire. Je pense que le travail artistique sert aussi à ça. C'est-à-dire que la vie, elle est plutôt fondée d'une certaine façon sur une perte ontologique de ses dents, de ses cheveux, de ses amours, de sa famille, de sa force, de ses énergies, et que voilà, cette perte, il faut la combler, et qu'à construire, on reconstruit éternellement. Sauver les autres, ça je n'y crois pas du tout. Alors là, non, je crois pas. Non, je crois pas. Malheureusement, avec le nombre d'artistes qui enfin, il y a une croissance exponentielle de l'art et une croissance exponentielle des féodalités, des fascismes qui ressurgissent partout, des tueurs potentiels qui prennent le pouvoir et qui ont tous en attente d'une moustache et d'un bras tendu. Donc je crois pas que l'art aujourd'hui rééclaire le monde. Oui, qui nous éclaire dans des îlots un peu paradisiaques comme ça, parce que nous vivons dans des îlots paradisiaques, mais je crois que la réalité du monde aujourd'hui, elle est d'une noirceur ténébreuse, mais enfin, je pense néanmoins être parfaitement à l'écoute de ce qui se passe autour de moi. Je n'ai pas besoin d'aller sur les champs de bataille pour savoir que l'horreur est là, que les salopards sont bien en place et s'organisent. Non, ça je le sais parfaitement, parce que j'écoute beaucoup de choses, j'écoute énormément. Je suis très à l'écoute du monde, énormément. Voilà. Enfin, je me souviens, venant du sud-ouest et vivant à la frontière espagnole,
Moi, je suis parfaitement hérité d'une mémoire franquiste, puisque j'habitais à côté de l'Espagne, et une mémoire franquiste, où en Espagne, le garrot de Goya était encore en usage jusque dans les années presque 70 en Espagne, non? Eh oui. Alors bon, je crois que c'est sur cet humus d'une mémoire aussi, comme je dis. Aujourd'hui, je le dis parce que c'est vrai que parce que je pense que je n'invente rien, mais je suis héritier d'une histoire, d'un pays, d'un après-guerre, où on nous apprenait surtout on nous apprenait à essayer de ne pas oublier trop vite ce qui venait juste de se passer et qui était très proche et qui était encore vivace et qui curieusement se remet en place, je trouve un petit peu parfois. Oui, ma mémoire a été construite de ces choses-là aussi, oui, bien sûr. Oui, je vivais au milieu de populations, de réfugiés espagnols qui fuyaient les prisons, les tortures, les massacres et que moi, enfant, je recevais ça, on me confiait ça, curieusement. Et il a fallu quand même quelques années en France pour que les héritiers directs des gens qui sortaient des camps en reparlent, que cette mémoire soit redite. Il a fallu attendre quand même les années 80 pour que vraiment on fasse des films, on dise, on récupère, qu'on se demande si cette mémoire était encore vivace. Voilà. Nous faisons tous un travail de mémoire, je crois, évidemment.